Public de Mousso TV, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui sur votre plateau autour de l'émission d'aujourd'hui autour du CNT. Nous sommes avec une figure éminente de l'arène politique, à savoir l'honorable Aboubakar Siddiq Fomba. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Nous allons aborder le CNT, mais vu que notre leader est aussi un homme politique, on aura l'occasion d'aborder le 26 mars, mais aussi l'actualité, parce qu'il est docteur, il est du corps de la médecine, la question du Covid-19 et la polémique autour du vaccin. Votre émission, vous pouvez la retrouver sur Mousso TV les mercredis à 18h et les samedis à 21h. Toujours sur les mêmes canaux, YouTube, Facebook, notre page officielle. Sur ce, sans transition. Honorable. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Avant que nous commencions, parlez-nous de votre parcours, du jeune Aboubakar à la faculté de médecine, jusqu'à l'homme politique que j'ai connu, jusqu'à aujourd'hui, à ce représentant de la nation qui est face à nous. Merci beaucoup. Je me nomme Aboubakar Siddiq Fomba. Je suis un jeune acteur de la démocratie malienne depuis le lycée, en 90-91. Et depuis ce même lycée, très tôt, j'ai embrassé la politique. Et je peux dire bien avant, depuis la 9e année. Je fais partie des derniers jeunes qui ont milité dans l'UNGM. Et c'était dans les années 89. L'UNGM, Union nationale des jeunes du Mali. Mais c'est ce qui est devenu AEM après? Non. L'UNGM, c'est le côté de la jeunesse du parti UDPM. Okay. De Moussa Traoré. Parce que j'avais beaucoup apprécié le talent des cadres qui animaient ce parti. C'était des cadres valables. Et surtout, j'ai bien aimé quelqu'un qui était dedans qui s'appelait Tchaoulé Mouadou Konaté, quand il parlait de l'autosuffisance alimentaire en 1975 déjà. Et quand déjà on a vu que la CMDT même a été créée par Moussa Traoré, comme beaucoup de gens ne le savent pas. Depuis à l'époque, on participait, on voyait les gens main levée. C'était quand même très démocratique parce que les votes se faisaient par main levée. Chacun connaît celui qui a voté pour moi et celui qui n'a pas voté pour moi. Et jusqu'en mars 91, où quand on nous sortait de l'école, on nous faisait comprendre qu'il faut le cocaïne, il faut ceci, l'école publique sera à la hauteur, les salariés seront très bien payés, le Mali va avoir plus d'argent, il y aura plus de transparence dans tout ce qu'on va faire. Et depuis la 11e année déjà, on était partant, mais lors du procès de Moussa Traoré, et tout juste lors de l'organisation des élections en 92, je me suis arrangé du côté de Tchaoulé Mouadou Konaté, qui m'a beaucoup séduit par son franc-parler, par sa réflexion bien tendue. Donc, je suis un produit de Tchaoulé Mouadou Konaté. En ce moment, on était tous membres de l'ISRDA. Et qui, par la suite des choses, il y a eu une division et qui a fait que l'ISRDA, le côté qui défendait Tchaoulé Mouadou Konaté, au départ, on a créé le PRDA. Ensuite, il dit que PRDA n'est pas bon. On a créé le bloc d'intégration africaine, Bédia Faso Didier. Je fais partie des jeunes fondateurs de ce parti-là. Et on était vraiment séduits par la technocratie de Tchaoulé Mouadou Konaté. Il y avait un programme, il y avait une vision, indépendamment du candidat de l'ADEMA à l'époque, qui n'avait vraiment pas un programme, qui n'était pas un technocrate, mais qui a su vraiment séduire les Maliens par sur du faux, et finalement on est en train de vivre les conséquences. Et depuis lors, j'ai commencé à embrasser la politique. Et je faisais la série SB, et ensuite SB à quel lycée? Au lycée Bouyagui Fadiga. D'accord. J'étais avec les jeunes brillants qui ont lutté auprès de l'AIM, les Saddam, les Eric. Est-ce à dire que vous étiez aussi passé un peu par l'AIM? Non, nous, on était des vrais moteurs de l'AIM. Sans être dans le bureau national, on était les galvanisateurs. J'étais responsable de classe à l'époque.
pendant tout ce temps-là, et les responsables de classe avaient une certaine responsabilité parce qu'on ne devenait pas responsable. Ce n'est pas un nulard qui allait être responsable. Et donc, on a fait le lycée Bouyagui Fadiga avec vraiment ces jeunes bouillants, Saddam, Eric, tout ça là. Eric là, qui accompagnait Mamadou Awa Gassama. Oui, 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 oui. Avec les théophiles qui sont aujourd'hui, qui est aujourd'hui médecin. Et à la suite de ça, j'ai fait un long passage à l'école de médecine. J'ai été à l'école de médecine et suite à des injustices que je ne veux pas trop rentrer dans le détail, après j'ai cherché d'autres voies de raccourci compte tenu et pour des raisons politiques que j'ai connues lors de mon passage là-bas. Et ensuite, directement, j'ai compris que avec ce pays, il faut trouver d'autres moyens. Sinon, déjà à l'école de médecine, j'étais en 3e année médecine. Et là-bas, déjà, on était des médecins stagiaires. Non, j'ai gardé plusieurs fois au point G. J'ai sauvé beaucoup de gens. J'ai gardé à l'urgence des points G. J'ai fait beaucoup d'activités à la réanimation de l'hôpital Gabriel Touré. Et je vous avoue que ce moment-là, c'était du vrai boulot. Et les gens avaient le niveau. En 3e année, déjà, on n'avait plus de problème de consultation. On était à la hauteur. Cette 3e année, à l'époque, vaut mieux que la 7e année de l'école de médecine maintenant, sans flatter. Et c'était le vrai travail. Les gens étaient assidus. Il n'y avait pas le vol. Tout ce qui venait était là pour travailler et passer honnêtement. Mais en ce moment, qu'est-ce que vous reprochez? Parce que là, on est carrément dans la page du 26 mars. Hein. Oui, je sais. Non, je vais en venir qu'est-ce que vous reprochez à l'actuel système? À travers le parcours, on va venir. Et suite à ça, j'ai compris que personne n'a le droit d'échouer. Il faut encore continuer. C'est là que j'ai continué à embrasser l'école privée Chaîne Grise. Et je suis sorti là-bas avec le diplôme de technicien supérieur. En voulant continuer les autres, je me suis dit, mais il faut encore faire autre chose. Et compte tenu de mes performances, j'ai intégré la fonction publique. Après la fonction publique, directement, il y a eu beaucoup d'organisations qui m'ont... Parce que d'abord, quand j'ai commencé au Nord, j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je suis revenu à Kangaba. J'ai fait 2 ans au Nord, je connais le Nord, là où on a enlevé Soumaïla Sissé, j'étais le chef de poste de là-bas, de Koumaïra. Koumaïra? Oui, Koumaïra, j'étais le chef de poste de l'arrondissement revitalisé de Koumaïra. Et j'avais 35 villages avec 18 000 habitants, 3 traversées, sans relâche. Et là-bas même, j'ai eu à bénéficier du soutien des GTZ pour les vaccinations. Et c'était vraiment un boulot. Après, je suis revenu à Kangaba. De là-bas, je suis parti à Olesebou. De Olesebou, maintenant, j'avais beaucoup de programmes, le programme de VIH, le programme de nutrition, le programme des maladies tropicales négligées. Et l'ONG SAC-Severs s'est intéressé à mon parcours et ils m'ont donné une bourse d'études de formation à l'IOTA. Et c'est de là-bas que je suis sorti en 2010. Et depuis 2010, j'embrasse, j'ai eu, à travers ça, cela m'a permis d'avoir l'équivalent du master en ophtalmologie. Mais pour dire que ça me fait 15 ans déjà dans la fonction publique, mais j'ai été tout le temps opérationnel et je comprends très bien le système sanitaire du Mali. On ne m'apprend pas. Je l'ai eu à épouser. J'ai pratiqué depuis le bas jusqu'en haut, jusqu'au niveau universitaire. J'en connais. Quelques rares personnes seulement peuvent me dire quelque chose. Sinon, je maîtrise la souffrance des aides-soignants. Je maîtrise même la souffrance des gardiens, des chauffeurs. Je maîtrise la souffrance des infirmiers, des auxiliaires, des médecins. Tout le monde, on a vécu ce calvaire-là ensemble et compte tenu de tout ça, j'ai continué. En même temps, j'ai continué dans la voie politique parce que quand on a soutenu Tchaoulé Mouadou Konaté, qui avait même battu Alpha Omar Konaré, les gens n'osent pas le dire, mais nous savons comment ça s'est passé. Maintenant, après 2000, quand Tchaoulé a fait un accident au Pointa, il est parti. Nous étions ceux-là qui voulaient le tchaouléisme. C'est-à-dire, il s'agit de faire le Mali autrement, donner un développement économique au Mali sans se fier à des aides de l'extérieur. On parle de refondation, là. Oui, mais c'est depuis là que ça a commencé. Ah, vous voulez dire que vous êtes avant-gardiste de la Non, mais ils le savent. Moi, je l'ai dit tout le temps que la transition malienne s'est arrêtée à 14 mois. Après les 14 mois, ceux qui sont venus au pouvoir ont combattu même les acquis de la transition. Et c'est pour ça que vous voyez, on n'en parle pas beaucoup. Les gens parlent trop d'autres choses, mais on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant même, durant la transition,
le financement des partis politiques a été rejeté carrément par la conférence nationale. Maintenant, les gens sont en train de faire ça comme une loi. Est-ce que si réellement on est démocrate, quelque chose qui a été rejeté par la conférence nationale doit être pris encore comme loi, mais au nom de quel peuple et au nom de quelle démocratie? Donc, j'ai continué, et avec ça, nous avons compris qu'avec Amadou Toumani Touré, ça pouvait changer les choses. Mais quand on a décidé d'aider Amadou Toumani Touré, à la fin, nous avons compris que lui aussi, il a été pris en otage par ces mêmes politiques. Et il y avait une tendance de mouvement citoyen voilà, qui voulait qu'il y ait un parti. Voilà, parce que nous, on n'a jamais voulu les opportunités de la dernière ère qui sont venus, qui se sont accaparés de son pouvoir et ce sont ces mêmes gens-là qui ont trahi Amadou Toumani Touré et qui le traitent de militaires ou de qui que ce soit. Alors qu'à un certain moment, au nom du consensus, ils ont laissé même l'idéologie de leur parti politique. Et il y a le PDS qui était là, c'est notre acquis. Et quand on a compris, on a décidé, puisque déjà, on a compris que ATT, non seulement nous, on était les premiers membres qui l'ont soutenu, on a été aussi laissés de côté parce que la vision à prospérer a été trahie. Finalement, on a décidé de se retirer pour continuer sur d'autres volets, ce qui nous a conduit à se donner d'autres courants. Donc, Aboubacar Sidi Fomba n'est pas novice de la politique malienne. Nous avons vécu les faits et beaucoup de gens parlent, mais ne me connaissent pas. Mais on a appris à l'obscurité et j'étais le coordinateur du quartier sans fil des jeunes. Et j'étais le superviseur même pendant les élections de 2012. Je représentais Tchaouli Mouadou Konaté au quartier sans fil. Il y avait 2 bureaux de vote, l'ancienne salle de cinéma et puis l'école. Et vraiment c'était un moment très fort qu'on a vécu. Et depuis ce temps, on a observé que la démocratie est passée par là. Donc, Aboubacar Sidiki Fomba n'est pas un novice dans la politique malienne. Je suis dedans, j'ai suivi les choses en mars 91. On a tiré les leçons du procès de Moussa Traoré, qui était un procès politique et non un véritable procès. Les crimes économiques, ça a été de la politique, de la poudre des yeux aux malades. Les propos tenus pour amener le pays à la démocratie, c'était des propos démagogues. Et à la lumière de ça, nous retenons que le Mali a vécu tout sauf la démocratie. Mais honorable, est-ce que 30 ans après la chute du pouvoir Moussa, qu'on appelle maintenant avènement au mouvement démocratique, est-ce qu'on doit avoir des regrets? Sur quoi doit-on regretter cette époque? Vous savez, on était content quand Moussa partait. On était fiers de faire partir Moussa. Mais cet espoir est arrêté à 14 mois. Après 14 mois, on a regretté même du départ de Moussa Traoré. Donc pour vous, c'était les fossoyeurs de la République? Non seulement en termes de patriotisme, mais aussi en termes de la culture, de l'éducation, de l'école malienne, de l'armée malienne, de la justice malienne, même de la presse malienne. Et tout c'est parce que les gens jugent le bilan de la démocratie en fonction des petites réalisations. Non. Les gens doivent se rappeler qu'est-ce qu'on s'est dit au moment des événements. Pourquoi les gens se sont levés? Qu'est-ce qu'on voulait avoir? Il y avait péril en la demeure. On parlait d'une dictature. Non. Moussa gérait le pays d'une main de fer. Non. On parlait d'une dictature. Mais la dictature qu'on a vécue avec la démocratie est plus dure et plus pire que la démocratie de Moussa. Parce que pendant les 30 ans, c'était la dictature et les coups d'État constitutionnels. Ils n'ont jamais parvenu à appliquer la constitution validée en 1983. La constitution malienne n'a jamais été appliquée en plein temps. C'est ça le problème. On a dit qu'on va lutter contre la corruption. La corruption a pris de l'ampleur pendant les 30 ans. On a dit que les fonctionnaires, la loyauté et l'intégrité sera aussi au rendez-vous. Mais on a compris que non, c'est plutôt la loyauté politique qui est payée et non l'intégrité. Ceux qui étaient les intègres étaient éloignés. Il fallait être dans le parti adhérent pour avoir des postes. Même pour être recruté policier, même pour être recruté gendarme. On en a vu. Et finalement, on a vu que même l'école là, la nouvelle école fondamentale, qui n'a jamais été évaluée, comment on peut remplacer la méthode syllabique par une méthode qui nous met encore en retard? Mais est-ce que vous êtes pour le retour de l'enseignement dans les langues nationales? Mais vous savez, moi je suis pas seulement pour le retour
je suis l'un des acteurs qui veut que le Mali se retire même de la francophonie pour faire en sorte que ce soit nos langues qu'on étudie dans nos écoles. Imagine si c'était nos langues, surtout la langue Bamanankan, que tout le monde parle, que ce soit Tamashek ou qui que ce soit, qu'on en parle, qu'on parle cette langue, qu'on étudie dans cette langue. Aucun enfant malien n'allait échouer au CPI ni au bac. Donc, vous donnez raison à Paul Kagame pour son choix judicieux et osé. Non, mais bien avant Paul Kagame, nous, on était dans cette logique. On a dit même la constitution qu'il fallait une constitution en phase avec nos réalités sociétales. Mais quand même, il y a eu trois initiatives de révision constitutionnelle. Non. Les populations sont sorties et ça a ouvert même la voie aux religieux. Mais la révision constitutionnelle n'est pas une nouvelle constitution. Et tout ce qu'ils ont proposé, c'est de nous remettre dans le même système colonial français. Mais je pense que trois ou deux régimes différents qui tentent quelque chose. Non, mais vous, rien n'a été tenté. Sous Alpha, sous ATT, sous toi, IBK. tu parles des révisions. Moi, je parle d'une nouvelle constitution. Ah! Mais ça ouvre la voie là, c'est tout comme. Et c'est pour cela que je suis très fier d'avoir cette transition et d'être un acteur à un niveau aussi important qui est le TNT pour que nous puissions avoir une constitution qui ne sera pas une constitution bureaucratique, mais une constitution qui va demander l'adhésion du peuple malien par rapport à ses idées, qui va préserver nos yeux et nos mers, qui va faire en sorte que la charte de Kouroukanfouva, le respect de la personne humaine, puisse être une réalité, qui va nous donner une laïcité qui n'est pas la laïcité française qui sabote même nos religions. Et regarde, le Haut Conseil islamique. Oui. Le Haut Conseil islamique, c'est un sabotage de la religion musulmane. C'est avec ce Haut Conseil islamique qu'on amène un leader qui sera combattu par l'autre leader. On n'est pas shérif ni mougadam par élection. Nous, on a les grandes familles religieuses. Ce Haut Conseil islamique que vous voyez aujourd'hui, c'est l'équivalent du Conseil consultatif de l'Afrique occidentale français, créé en 1916 pour diviser les religieux, pour faire en sorte que l'islam ne prospère pas. Quelles sont les similitudes? Mais les similitudes sont que, vous avez vu, et ceux qui se disent, les similitudes, c'est que la première des choses, c'est contre les religieux, et les similitudes, c'est que ça va séparer les religieux eux-mêmes. Ça va amener des courants différents. Et ils vont profiter, ils vont faire en sorte que des argumentaires qui sont contradictoires à la religion elle-même vont être utilisés pour combattre les religieux dans leur comportement et dans leur réflexion. Et vous savez que ça va aussi compromettre même la laïcité. Nous, on n'a pas besoin de la laïcité française. La laïcité française date de 1905. La loi qui a été votée en 1905. Donc, mais alors que la laïcité du Mali date de 1235 avec Soumaoro Kanté. Normalement, nous, on doit même parler de kantécité. Et le Mali est naturellement un pays spirituel. Nous ne sommes pas comme la France. Nous sommes naturellement un pays spirituel. Donc, vous êtes en Biton train... Koulibaly a construit une mosquée pour sa maman, mais pourtant, il ne priait pas. Honorable. Donc, on est naturellement spirituel et on est naturellement dans le collectivisme social différent du collectivisme social, communiste ou socialiste. Donc, si je comprends bien, pour vous, vous rejoignez Ahmed Sékou Touré. On n'applique pas la loi d'un pays froid à un pays chaud. Mais c'est clair. Moi, je vais même au-delà de Ahmed Sékou Touré. Moi, je prends l'Afrique en entier, les trois empires du Mali. Je pense qu'on doit avoir aussi aujourd'hui une Afrique unie. Une Afrique unie dans la diversité. L'Union africaine, voire aller au-delà même de l'Union africaine. C'est que tant que les pays africains ne comprendront pas qu'ils n'ont pas besoin des pays européens pour se développer, et tant qu'ils ne comprendront pas que la paix en Afrique constitue la souffrance en Europe et particulièrement en France, difficilement ils vont se développer. Mais après 60 ans d'indépendance, comment pouvez-vous jeter le pauvre? Non, vous n'avez pas compris. Vous savez, le problème actuel du Mali, c'est qu'on est en train de vivre. Moi, le jour J, où je serai président de la République du Mali, mais où j'aurai l'occasion, je vais poursuivre la France pour le génocide au Mali. Tout ce qu'on est en train de vivre au Mali, de 1960 à maintenant, ne partons même pas là, de 2013 à maintenant, la France est responsable. La France doit être poursuivie pour le génocide au Mali. C'est la France qui est partie attaquer la Libye
Et ce sont les conséquences de la crise de la libyenne Libye que nous sommes en train de et subir. toute la sous-région, Et le en Sahel. même temps, cette même France se permet, dans son optique d'installer sa base militaire à Thessalite, à obliger le président Diongoula Traoré à écrire une lettre qu'elle-même, la France, a modifié la même lettre qu'on appelle le traité Serval. Ils ont fait encore pression, ou bien on peut dire, Ibeka a accepté volontairement de changer l'accord technique de coopération de 1985 qui a été signé par Moussa Traoré, de le transformer en coopération militaire en donnant la base juridique à la France. Et c'est le Mali qui paye tous les dégâts de la France. Honorable, Oui. À vous entendre, à cet instant, il y a des convergences avec un de vos collègues idéologiques, Ben Le Cerveau. Est-ce que vous le rejoignez dans sa lutte pour que, par exemple, l'armée française quitte le Mali? Non, moi, vous savez, moi, je vais au-delà de cette idéologie Ben Le Cerveau. Ben Le Cerveau m'a trouvé en train de dire ça. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Pour ceux qui me connaissent au lycée, savent que je n'ai jamais aimé la colonisation. C'est pour cela que je n'ai pas voulu être dans l'armée. Mon cher ami, on m'avait demandé d'aller à l'EMIA. J'ai barré mon nom. J'ai dit non. Quand je vais être militaire, je serai obligé d'obéir à des ordres, même si ces ordres-là n'arrangent pas le pays. Je préfère être un homme libre. Mais comment vous avez pu contourner alors qu'à votre époque, il y avait encore le SNJ? Mais non, pas seulement SNJ. Moi, j'ai 4 frères qui sont militaires. Mon papa est militaire. Ah, d'accord. Je comprends ce que c'est que le militaire. Et la connotation que nous donnons au militaire, ce n'est pas ça. Le militaire n'est pas seulement... Le militaire est social, économique et environnemental. Mais nous, on a donné la connotation seulement militaire à l'armée. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on est en train de vivre le danger. Sinon, la pièce angulaire d'une démocratie, c'est l'armée. Et c'est pour cela que la France est en train de nous coloniser aujourd'hui. Nos démocrates n'ont pas compris ça. Et moi, je te dis très clairement que les Maliens doivent se réveiller. Parce que non seulement il y a des colons blancs, colons noirs maliens, qui sont plus français que les Français, mais qui n'ont rien compris. Et qui, quand tu touches à la France seulement, ils disent, moi, je ne dirai jamais le départ de la France et faire appel à la Russie. Non. Je ne veux aucune force d'occupation sur le territoire malien. Je veux une souveraineté malienne avec une coopération internationale. Mais est-ce qu'on a les moyens de notre politique? On a les moyens. La coopération technique de 1985 donnait l'autorisation au Mali de traiter avec la Russie, de traiter avec la Chine, de traiter avec la France, selon ce qui l'arrange. Et aujourd'hui, en demandant à la France d'enlever son pied, de ne plus maintenir de l'ordre sur le territoire malien, on renvoie la France à la coopération technique ancienne qu'on avait signée. Et là, ils seront au même pied d'égalité que la Russie, la Chine. Si on a besoin des armements de la Russie ou de la Russie, pour des expertises, on les appelle. Mais cet accord technique interdisait et à la France, et à l'URSS, et aux Russes, aux Chinois de mettre pied sur le territoire malien. Le fait d'accepter que le Français mette son pied sur le territoire malien, c'est donner un coup de gifle à la mort de Modibo Keïta. Mais honorable, oui. Au jour d'aujourd'hui, puisqu'on est dans la géopolitique, le Mali a un accord pour la paix qui ne bouge plus, qui apparemment est caduc, accord d'Alger. Parfois, on a même ce sentiment que l'Algérie, plus loin même la Mauritanie, font un jeu d'hypocrisie. Par exemple, l'Algérie qui n'est pas dans le G5, ces deux territoires parfois sont des abris pour les mouvements rebelles, les groupes terroristes, qui viennent attaquer le Mali. Donc, ce sentiment que le Malien rejette, que le Malien n'arrive pas à expliquer, en tout cas cette frustration, et en même temps ce double jeu, comment est-ce qu'on doit le lire? Je vais vous dire quelque chose concernant la géopolitique. L'Algérie est en train de se chercher. L'Algérie n'est pas en train d'être compliquée, mais l'Algérie se cherche. Le vrai ami de l'Algérie n'est pas la France, mais c'est les États-Unis. Donc les ordres ont changé? Non, ça a tout le temps changé. Je vais vous dire une leçon de géopolitique. L'attaque de Libye, c'est une manière pour l'OTAN de maîtriser la zone sahélo-saharienne pour pouvoir mettre toutes les ressources minières de la Libye
sous le jargon de l'OTAN. Et après la Libye, le pays qui est visé, c'est l'Algérie qui a une réserve de plus de 150 milliards de dollars de réserve. En tout cas, Barack Obama a dit Donc, que ça a été la plus grande la erreur. recherche que la France cherche à s'installer à Thessalie pour mettre sa base, c'est dans les 30 à 40 ans à venir, ils vont s'attaquer à l'Algérie. Les Français n'ont pas d'or. Comment ils peuvent être le troisième producteur d'or? Ils n'ont pas de richesse. Et autre chose que les gens ne vous disent pas, ils ont besoin du Sahara, parce que là où nous sommes aujourd'hui, ils ne savent pas les déchets nucléaires que ces Européens ont. Ils ne savent pas où mettre ces déchets nucléaires. Il y a ces raisons. Donc, est-ce à dire que le Sahara est un dépotoir? Pour vous dire, au lieu de s'attaquer à Algérie et à la Libye, le Mali doit s'attaquer entre nous. L'accord d'Alger dont on parle, c'est la France. C'est la trahison de la France qui a abouti à l'accord d'Alger. Non, mais il y a des signatures. Non, mon cher ami, pourquoi accord d'Alger? Si la France se disait, si je me réfère au dit de Hollande, qu'il a été appelé et qu'il est venu au secours du Mali, et pour faire comme nos ancêtres l'ont fait à la France, comment l'armée française s'arrête en mi-chemin à Kidal pour empêcher l'armée malienne de rentrer et les exiger à négocier pour aller dans un accord? Jusqu'à présent, il faut dire que c'est l'accord de la France, ce n'est pas l'accord d'Alger. J'atteste ce que vous dites. Jusqu'à présent, l'opinion ne l'a pas encore goûté. Moi, je vous dis, ce n'est pas l'accord d'Alger, c'est l'accord de la France imposé au Mali dans le dessein de la partition du Mali. C'est pour cela nous demandons la rélecture de cet accord. Parce que la rélecture de l'accord d'Alger va remettre en cause les velléités séparatistes qui sont derrière cet accord-là. Cet accord ne pourra pas être appliqué. Même ceux-là qui se réclament de l'accord, ils sont fatigués. D'accord. Ils sont pris en otage par la France. Et tu vois, quand Florence Parly vient nous insulter en disant que si vous n'appliquez pas l'accord d'Alger, il n'y aura pas la paix au Mali. Ça veut dire qu'ils sont responsables de ce qui arrive. Et c'est pour cela que j'ai dénoncé la complicité de la France lors de l'attaque de Tessit. Et Dieu vient d'humilier la France. À travers le rapport de la MINUSMA. Le rapport de la MINUSMA. Pour une fois, les Nations Unies se sont désolidarisées de la France. C'est une malédiction. Deuxième malédiction, Macron vient de reconnaître que ce qui est arrivé à la Libye, c'est la cause de la France. Évidemment, alors, il a fait le mea culpa. Cela veut dire que... Mais il n'avait pas le choix. Barack Obama l'a fait bien avant lui. Même s'il n'a pas le choix, aujourd'hui, on ne doit pas s'arrêter là. On doit introduire, on doit demander, la France doit être jugée pour génocide. Non, mais Macron initie toujours le G5 Sahel. Mais je vais te dire une chose. Après Pau, c'était Djamena. C'est pour cela, je vais te dire une chose. Même la nomination de Bazoum à la tête du Niger, c'est un rapport géopolitique que les gens n'ont pas analysé. C'est propos la tête. Il est important que les Maliens sortent du petit jeu d'aller aux élections, Les Maliens doivent faire des choses d'abord. La première des choses, c'est de lutter contre l'impunité et la corruption. Ceux qui ont voté ensemble, qu'ils acceptent ce qu'ils ont fait à ce pays, qu'on se pardonne, mais que désormais qu'on se donne la main contre toute force étrangère, que ce soit la France, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, qu'on se donne la main. Aujourd'hui, on a besoin de se donner la main. Et c'est là, les Maliens doivent compter sur eux-mêmes pour construire ce pays-là. La France n'est pas là pour l'intérêt du Mali. Les Chinois ne sont pas là pour l'intérêt du Mali. Les États-Unis ne sont pas là pour l'intérêt du Mali. La preuve est que la charte de 1885 dit clairement que dès que les forces étrangères viennent dans un pays, ils ne viennent pas pour l'intérêt de ce pays, ils viennent pour sauver la richesse de ce pays. Ils ne viennent pas pour continuer ce pays. Donc, sans transition, on aura le temps d'avoir d'autres émissions selon l'actualité sur assez de questions. Inch'Allah. Nous allons aller sans transition sur le CNT. Mais avant d'aller au CNT, la transition actuelle, il y a deux réformes que je voudrais que vous évoquiez. La première, la transition a laissé entendre à travers le ministère de l'administration territoriale qu'elle aimerait bien supprimer, suspendre l'aide aux partis politiques. Il y a même eu des vidéos qui ont circulé pour étaler
de la création de l'aide avant le coup d'État 2020, ce que les partis, et du moins les partis historiques, ont engrangé. Et la conclusion est que l'aide aux partis politiques, qui permet par exemple aux partis d'éduquer leurs militants, on s'est aperçu que le Malien est de plus en plus indiscipliné. Il y a beaucoup de sorties, on casse les choses. Le Malien s'est donné un goût, le citoyen s'est donné un goût aux marches, aux manifestations. Aussi, lors des élections, on constate que le Malien n'a plus envie de voter. Or, les partis sont censés, à travers l'aide aux partis, éduquer dans ce sens. Grosso modo, ce qui est assigné aux partis politiques, on a le sentiment que vraiment rien n'a été fait. Ça n'a jamais été suivi. Mieux, on pense même que les partis, l'essentiel des chefs, gèrent ces formations-là comme leur propriété privée. Est-ce normal ou est-ce logique de suspendre, voire d'interrompre l'aide aux partis politiques? Vous savez, c'est un combat que j'ai mené. Je suis conscient de le mener. Il ne devait même pas y avoir de financement de partis. Il ne devait pas y avoir. La conférence nationale de 92 l'a rejeté carrément. Carrément. Maintenant, en ce qui concerne l'aide aux partis est venue suite au refus de l'opposition de participer aux élections de 1997. Et l'ADEMA, pour se faire de l'argent, a voté une loi à travers ses députés mal élus dans les situations de corruption et de tripatouillage électoral, voté des lois pour financer les partis politiques. Les multitudes de partis politiques que vous voyez aujourd'hui sont dus au fait qu'il y a l'argent à manger et à boire. Si les Maliens ont le souci de diminuer les partis politiques, ils doivent accepter au moins pendant un bon moment qu'on ne finance pas, qu'on ne donne pas l'aide aux partis publics, aux partis politiques. Ces aides-là ont été utilisées pour l'achat des consciences. La preuve, c'est ceux qui se disent grands partis politiques ont tout le temps les gros moyens. C'est eux qui ont la part du lion. Et c'est eux encore qui ont le pouvoir. Et c'est eux encore qui ont des ministres politiques. C'est eux encore qui nomment des directeurs politiques pour financer encore ces partis. Donc à partir de cet instant, si on doit donner des financements, ça doit donner aux partis de l'opposition seulement à travers ses militants et ses comités. Il allait gagner plus que ce que l'État va donner. Le parti doit fonctionner sur cette base. Le parti fonctionne sur la cotisation des membres. Et donc, moi je pense que c'est une bonne idée d'abord de mettre fin à ce financement. Et d'abord ce financement, l'argent qu'on a donné comme financement pourrait créer combien d'emplois? Il y a combien de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi? La culture malienne, on peut développer ça à travers une partie. Maintenant, moi j'ai fait une proposition concrète. Je leur demande seulement de réserver 1 milliard pour les partis politiques par an, de leur donner en fonction des rentrées politiques, en fonction des congrès. C'est-à-dire s'il y a congrès, s'il y a rentrée politique, en fonction de l'empreinte de la chose, ils vont faire un plan de sortie d'argent. Ils vont soumettre à l'organe unique de gestion, pas cette fois-ci au ministre des partis. Moi, dans mon plan, je veux que ce soit l'organe unique de gestion qui gère les partis politiques. Et maintenant, sur cette base, l'argent va sortir pour financer les activités. D'accord. Maintenant, j'ai parlé de 2 points. Le second point, c'est la Constitution. Vous avez dit que c'est l'occasion de tout remettre à plat. Est-ce que d'abord, cette transition ou une transition est habilitée à aller vers une nouvelle république? Ça, c'est une très bonne question dont la réponse aussi est très simple. C'est une transition qui a créé la Constitution de 1992. Ce n'est pas c'est une transition, ce n'était pas un régime normal. Donc, à partir de cet instant, on peut bel et bien se dire que c'est les transitions qui sont bel et bien placées pour amener une nouvelle constitution. Parce qu'une transition, c'est un régime d'exception et c'est un consensus national. Et c'est pour cela que je tire l'attention à ce que tout le monde soit associé à la gestion de cette transition. Mais ce n'est pas seulement ça, vous avez touché un élément, le financement des partis politiques. Mais il fallait aussi toucher des 50 millions pour parrainer pour l'élection présidentielle. Et là, je ne suis pas d'accord avec le ministère de l'administration territoriale. 50 millions pour être candidat aux élections présidentielles, c'est d'encourager les voleurs de la République à se présenter et c'est contre la démocratie.
On a commencé avec 5 millions, on est parti à 10 millions. Comment 50 millions? Si vous mettez 50 millions, vous empêchez la population de faire un choix parmi les dignes fils. Mais on dit qu'on veut empêcher que n'importe qui ne se présente. Mais 50 millions, il y a eu des candidatures mais quand vous disiez 50 millions, ça veut dire que vous mettez l'argent au devant de la démocratie. Quelle est votre proposition? Ma proposition est très simple. Il s'agit de faire parrainer chaque candidat par 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes doivent financer l'argent à payer du candidat. Ces 10 000 personnes vont payer 1 000 francs par personne et ça fait 10 millions. Donc, vous voyez, vous avez été parrainé par 10 000 personnes. Ces personnes-là ont payé 1 000 francs pour te parrainer et ces 10 millions vont être dedans. C'est aussi simple. Donc, pour vous, il faut aller à 10 millions. Non, pas à 10 millions seulement. Pour être candidat, il faut être d'abord parrainé par 10 000 personnes. Donc, avoir une base. Et que ces 10 000 personnes payent chacune 1 000 francs pour parrainer la candidature de la personne. En ce moment, on sait que même s'il n'a rien, il a 10 000 personnes en son compte, plus les autres. Et donc, ça donne de la valeur ajoutée aux élections. Et s'il y a, par exemple, 50 candidats, ça veut dire qu'il y aura 10 000 fois 50, donc le nombre d'électeurs peut augmenter en fonction des candidats. Évidemment. Donc, c'est une manière de valoriser la démocratie. Effectivement. Voilà. Et les réformes qu'on va parler, pas seulement la Constitution, il y a les réformes électorales. Bien sûr. Les réformes régionales, le découpage aussi qui s'annonce. Et le découpage qui se fait ne doit pas être un découpage pour appliquer l'accord d'Alger. Là, je suis désolé. Ces découpages ont un avantage plus important que l'accord d'Alger. Parce que c'est la deuxième phase de la décentralisation au Mali qui doit permettre de créer les agents de développement régional dans les régions pour faire en sorte qu'il y ait des régions économiques de développement à travers des financements importants pour faire en sorte que ces régions et ces démembrements puissent prendre en charge les fonctionnaires des collectivités au plan et local. Non la décentralisation des façades qui fait qu'on dit fonctionnaires des collectivités, mais c'est l'État qui prend tout en charge. Effectivement. On doit sortir de cette démagogie de décentralisation. C'est tout un mensonge au Mali, c'est ce qui est très grave. On parle de tout, mais on n'est pas dans la logique des réformes. Donc, beaucoup de bricolage. Pour dire que même pour la Constitution, vous savez, le problème du Mali est structurel. Ce n'est pas conjoncturel. Et ce sont ces structures-là qu'il faut revoir. Et pour une nouvelle Constitution, il ne s'agit pas de s'asseoir dans un bureau pour dire qu'on a élaboré une Constitution. Non, une Constitution, d'abord, on demande l'avis de la population. On demande celles-là sur lesquelles la Constitution est leur loi fondamentale, mais ils doivent comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Comment ils veulent quel type de régime ils veulent eux. Est-ce qu'ils veulent un régime islamique? Est-ce qu'ils veulent un régime carrément laïque? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont les éléments qu'ils veulent que ça soit? C'est même la raison pour laquelle on dit que l'accord d'Alger même aurait dû passer par l'Assemblée. Non, l'accord d'Alger va passer au CNT, mais l'accord d'Alger doit être réélu. Et les autorités de la transition sont en train de faire un jeu alambiqué. La réélecture, mais qu'est-ce qui doit être réélu? C'est pour cela que je me suis prononcé contre le comité d'orientation stratégique que le Premier ministre a mis sur place, qui est une usurpation sur les prérogatives du ministre de la Refondation. Lui, il ne doit pas, le comité d'orientation stratégique doit être sous la responsabilité du ministère chargé de la Refondation en relation avec les institutions et non sous la responsabilité du Premier ministre. C'est une manière de se doter d'un plein pouvoir qui ne dit pas son nom et ce comité d'orientation ne parle même pas de l'accord d'Alger, ce qui est encore très grave. Mais au fil du temps, ça va venir, je pense. Et vous voyez, par exemple, si on doit appeler le ministre de la Refondation pour parler de ça, nous serons obligés de l'interpeller plusieurs fois. Le Premier ministre va venir plusieurs fois pour ce comité d'orientation. On a déjà mis un CNT. Le CNT est chargé d'orienter, de suivre et d'évaluer la feuille de route dont lui, il a présenté le plan d'action. C'est déjà quelque chose. Oui. Pourquoi allez-y créer un comité d'orientation, mettre l'argent de l'État dans 50 personnes et avec des secrétaires chargés des questions qui ne valaient même pas la peine, où il y a même d'autres vont jouer le rôle à la place de l'un et de l'autre. Nous, on a été clairs. Nous demandons seulement au Premier ministre d'élargir la base politique du gouvernement. Il y a des choix. Soit il va, ici il y a 9 groupes du parti politique, ils vont leur demander de donner 3 CV chaque groupement. Il va choisir un
un ministre parmi eux, que ce ne soit pas les mêmes anciens, qui vont être dans le gouvernement, ou bien on élargit le gouvernement, ces partis politiques vont venir, et en élargissant, forcément, il y aura la révision de la charte. Donc, pour vous, un réaménagement ministériel s'impose. Il le faut pour que les gens ne se disent pas que la transition est en train d'évoluer sans eux. Ça vaut mieux que d'utiliser toutes ces sommes-là pour 50 personnes, pour un comité d'orientation, mais orienter qui par rapport à quoi? Honorable, on va orienter le débat maintenant. CNT, beaucoup de gens s'étonnent quand on vous appelle honorable. Pour eux, on devait dire les conseillers. En fait, pour eux, les gens du CNT, c'est des députés. Mais au moment du règlement intérieur, la Cour constitutionnelle a dit non, il y a nuance. Et dans les faits, on pense que les conseillers sont en train un peu de faire une espèce d'usurpation, se comportent comme des élus du peuple. Situez le pays. Merci, ça c'est une question très importante qui me permet aujourd'hui d'édifier le peuple malien d'une compréhension claire du CNT. Le CNT est un organe, est une émanation de concertation nationale qu'on a tenue à Bamako. C'est dite concertation qui rend souverains les organes et les formes de la transition. Et qui dit clairement que le CNT est l'organe législatif de la transition. Cela est très clair. Et qui dit organe législatif, par définition, c'est des parlementaires. Et le député, par définition, c'est un parlementaire. Dans l'élaboration de la charte, on a omis de mettre que les membres du CNT sont appelés députés de la transition. Le fait de ne pas mettre ça, la Cour constitutionnelle a été claire. Il dit, vous êtes les membres du Conseil national de la transition. Ça veut dire que nous gardons les prérogatives d'organes législatifs. Parce que Parlement de fait, appellation, nous sommes membres du Conseil national de transition. Nous appeler conseillers, c'est de l'ironie, c'est du mépris et c'est de la méconnaissance même de l'organe en question. Le Conseil national de transition, c'est un organe. C'est le nom de l'organe. D'accord. On va conseiller qui par rapport à quoi? Parce que vous savez, les conseillers par définition, c'est les assistants parlementaires. J'ai noté... Les assistants parlementaires, et ils nous conseillent, nous, membres du Conseil national de la transition. Donc votre staff, en fait. Nous, on peut nous appeler membres du Conseil national de la transition. On peut nous appeler parlementaires. On peut nous appeler les commissaires par rapport à l'appartenance d'une commission. On peut nous appeler des parlementaires, comme je l'ai dit, les membres du Conseil national de la transition. Et beaucoup de Maliens n'ont pas compris le mot honorable et de l'estimation. Pour la première fois, le mot honorable a été donné à un lieutenant-colonel gouverneur. À cause de son efficacité, on l'a appelé honorable. Donc, honorable, c'est de l'estimation. Honorable n'est pas synonyme du mot député. C'est comme ça que la population comprend. Non, mais ils doivent comprendre. Ce n'est pas l'équivalent. On dit honorable député. Alors pourquoi on le dit? Honorable député. Évidemment, on le dit. Donc il faut que les gens comprennent. Et nous appeler conseillers, nous ne sommes pas des conseillers. Et moi, je ne réponds pas au mot conseiller à quelqu'un. Je vais conseiller qui? Je vous donne le raison. Président. Je vous donne raison sur une chose, rassurez-vous. Oui. C'est la rentrée parlementaire, on va aborder ça tout de suite parce que l'émission a sa fin. Oui. Mais on a retenu que pas des députés, des collègues, mais carrément des présidents d'assemblée. Personne dans son discours, que ce soit l'honorable président du Parlement du Burkina, son homologue, qui est d'ailleurs la première femme présidente du Parlement dans la sous-région du Togo, et même celui du Ghana. Personne n'a fait mention du mot conseiller. Donc, c'est une preuve d'ailleurs. Non, et pour vous dire, chacun dans son discours, ils ont dit collègues députés. Député. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas la définition du mot député. Évidemment. Il dit aussi collègue, et cela doit réveiller d'autres de leurs rêves. Et en ce qui concerne la représentation nationale, beaucoup en parlent. Le CNT est composé de 19 regroupements, les partis politiques, la société civile, les forces armées de sécurité, les représentants des droits de l'homme, les secteurs de la communication, les secteurs dans le domaine de l'artisanat, les représentants des autorités coutumières, les regroupements des jeunes, les regroupements des femmes, et des personnes en situation de handicap. Et il y a tout ça. Donc, et chaque corporation, dans chaque débat,
tous ceux qui sont venus dans ces corporations essayent de faire voir est-ce que les lois que nous prenions ne sont pas contre leur regroupement. Et chacun défend son entité en tant que tel. Contre les aspirations. Moi, en tant qu'agent de santé, je ne suis pas au CNT au nom des agents de santé. Non. Je suis là-bas en tant que président d'un parti politique, porte-parole d'un regroupement de 11 partis politiques et 140 associations. J'ai eu la chance d'être retenu. Et je suis là-bas en tant que représentant politique et groupe de partis politiques. Par expérience, on m'a proposé d'être le rapporteur de la commission santé. Je ne l'ai même pas cherché, on m'a proposé, ça a été une décision collective. À Fomba, tu es beau pour être le rapporteur de la commission santé. Et j'ai dit que je ne voulais même pas être le président de la commission santé parce que j'ai quelqu'un, un maître qui m'a enseigné à l'IOTA. Moi, je suis respectueux. Oui, vous aviez parlé de votre passage à l'IOTA, là. Non, mais moi, je suis respectueux de mes maîtres. Même si c'était un ancien de premier cycle qui m'avait enseigné, si on se retrouve dans le même groupe de travail, j'allais le désigner président par respect et par éducation que j'ai reçue de ces enseignants-là. Et je l'ai dit, lui, il mérite d'être le président. Pas de façon technique, mais il le mérite naturel. Voilà. Sinon, je suis politique, j'ai une vision globale de tout. Et le rapporteur en tant que tel, ça veut dire quelqu'un qui a l'expertise politique, qui sait analyser les textes et qui les modifie, il les prépare aux autres membres et ils vont adopter après ces analyses et ces éléments qu'il apporte au niveau du projet. Le plus souvent assisté par les assistants parlementaires et ils doivent être appelés conseillers parlementaires ou administrateurs parlementaires. C'est les assistants parlementaires du TNT qui doivent être appelés conseillers parlementaires ou administrateurs parlementaires ou assistants parlementaires qui sont des éléments techniques, qui sont des agents techniques de l'État qui nous assistent et qui nous conseillent. La dernière question, c'est la rentrée du CNT. On sort d'une session extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rentrée où le Mali se voit honoré de la présence du Ghana, du Togo, comme j'ai dit, qui a une femme aux commandes, et même du Burkina. Chacun, ils se sont exprimés. Ils ont quand même passé des messages qui sont très interpellateurs et ça servira aussi de leçon pour qu'on puisse avancer. Que doit-on retenir de ce grand moment? Vous voyez, aujourd'hui, avec cette cérémonie solennelle d'ouverture de session à d'avril 2021, les délégations burkinabées que je félicite, ghanéennes et tout, ça a été une journée de leçons. Ils ont donné la leçon au peuple malien. Ils ont donné la leçon aux membres du CNT. Et ces messages sont des messages d'orientation. C'est des leçons de démocratie. Ils ont été clairs dans leur message que malgré le soutien de la communauté internationale, malgré le soutien de la CEDEAO, tant que nous n'abrégions pas la souffrance du peuple malien, nous ne sommes pas dans la démocratie. La démocratie, c'est d'aller dans le sens du peuple. Ces messages m'ont réconforté dans mon rôle parlementaire que je suis en train d'exercer. Ce message est un message porteur qui doit faire comprendre au peuple malien que le rôle du CNT, c'est de faire en sorte que le peuple malien, sa souffrance doit être abrégée. Que nous n'avons pas d'autre rôle que de défendre le peuple malien, que de faire en sorte que tout se fasse pour que le peuple soit heureux, pour que l'école soit l'école du peuple malien, la justice soit la justice du peuple malien, l'armée soit l'armée du peuple malien. La démocratie, par définition, ils l'ont dit, on ne peut pas être démocrate sans avoir l'amour de son pays et sans faire ce que le peuple demande. Et Maliki Diaw, dans son discours, il a dit, on ne veut plus que le peuple malien regrette du départ de Ibeka. On ne veut plus que le peuple malien est dans une autre logique de coup d'État. On va construire le nouveau Mali.
Mais le nouveau Mali, sa construction, ça va dans le sens de la demande du peuple. Donc, cette rentrée parlementaire a été l'occasion de montrer au peuple malien que les autres parlementaires sont solidaires au CNT par rapport à nos comportements parlementaires. Et en même temps, c'est demander au CNT d'évoluer comme les autres parlementaires pour faire en sorte que la souffrance du peuple malien soit abrégée. Et en même temps, ils nous ont appris que c'est à Bamako. C'est Bamako qui a été tout le temps la capitale contre la colonisation, la capitale contre toutes sortes d'intimidations que la Bamako a donné la preuve de l'Union africaine. Ça veut dire quoi? Que nous devons nous mettre dans le combat. Et ils nous ont rappelé plusieurs fois dans leur discours de notre hymne national. À chaque instant, ils nous rappellent de notre hymne national. Et jusqu'à dire que le Mali, le terrorisme sera combattu et le terrorisme n'aura aucun avenir. Il n'aura pas d'avenir et le terrorisme, son avenir, c'est de disparaître. Ils nous ont montré que le Mali, le Burkina, les pays frontaliers, on n'a pas le choix. On doit se donner la main. Et donc, c'est pour dire que le CNT, moteur de cette transition, a la responsabilité totale de la réussite et de l'échec de la transition. Parce qu'ils sont en mesure d'orienter, d'évaluer le gouvernement. Et c'est pour cela qu'il a dit, il dit au Premier ministre d'être encore vigilant et d'aller dans le sens souhaité par le peuple. Il le dit, même lors de sa déclaration. Il a tout le temps répété. Ça veut dire que nous ne serons pas d'accord avec des actes qui vont à l'encontre du peuple malien, qui vont encore augmenter la souffrance du peuple malien, qui vont décevoir le peuple malien. Et déjà, c'est l'occasion de dire, pour une fois, vous avez vu que le ministre de la Transition, chargé des affaires foncières, a fait apparaître la liste des 27 bâtiments. Ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'on en a abordé la question au TNT. C'est parce que la pression est au TNT. Et pour une fois, le projet sur la taxe foncière sera voté par le TNT pour que l'ACI 2000 demeure solvable. Les grandes maisons payent leurs taxes désormais au peuple pour augmenter le budget de l'État. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'interpellations. Et je dis que la session extraordinaire, il y a eu au moins sur les 38 projets de loi, on a voté 27. Donc 4 projets initiés, 8 anciennes ordonnances sous IBK et 15 ordonnances sous la transition. Et donc, c'était important de mettre l'accent sur ces faits. Et donc, vraiment, cette rentrée parlementaire, c'est pour dire que nous allons reprendre l'activité parlementaire avec les questions d'actualité, avec les interpellations, avec les questions orales. Et je profite de l'occasion pour informer que les questions orales ont des objectifs sur notre loi. Les questions orales, premier objectif, c'est de permettre au ministre d'informer les membres du CNT et l'opinion nationale et internationale des activités qu'ils sont en train de mener. Donc, c'est porter l'éclairage sur ce qu'ils font. Deuxième raison, c'est pour que la population cherche la vérité sur les questions abordées par rapport aux questions d'éclairage. Et troisième question, c'est pour que le parlementaire joue son rôle parlementaire entre lui et le ministre pour faire en sorte qu'en communion, que nous puissions aussi poser ces questions et la réponse de ces questions ne sera pas dans l'armoire. C'est pour les suivre davantage ensemble après les informations. Donc, quand le ministre fait bien son travail, il sera en complicité avec le CNT. C'est clair. Mais dès lors que le travail n'est pas bien fait, c'est là que le désaccord vient. Donc, tout acte qui va contre le peuple est puni et condamné par le CNT. Et par conséquent, le CNT interpelle le ministre pour lui mettre sur la voie et sur les règles. Donc, il n'y a aucune complicité entre nous, sauf une complicité de construction pour abréger la souffrance du peuple. Mais dès lors qu'il se dérobe de ça,
Ça ne devient pas une adversité, mais on va les mettre devant les faits pour qu'ils donnent des explications et pour que tout soit tiré au clair. Il n'y a Donc, pas de cette souci. session ordinaire, c'est vraiment une belle session et les Maliens doivent comprendre qu'on doit quitter les notions de dire que CNT est ceci. Je profite pour te dire que le CNT a plus de rôle à jouer que les députés ordinaires. Les députés ordinaires, leur rôle dans la Constitution, c'est la proposition des lois, le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale et la représentation du pays. Oui. Mais nous, on a, en plus de ces 4 rôles, la charte nous autorise à orienter, évaluer et suivre la feuille de route du plan gouvernemental. Ça veut dire que le Premier ministre n'a pas fait de DPG. On a fait déjà le DPG à travers la feuille de route. Lui, il ne fait qu'appliquer la feuille de route. Et nous, on est chargé d'orienter, d'évaluer et de suivre. Donc voilà. Et donc, on peut même orienter les finances. On peut orienter ceci, cela. Merci, honorable. Et vraiment, c'est ça aussi d'autres éléments à ajouter. Merci, honorable. Merci. Je pense que vous nous avez assez orientés. Cette émission va prendre fin. Donc, auditeurs de Mousso TV, c'était là votre émission autour du CNT, où avec l'honorable Fomba, nous avons abordé le 26 mars, la période du feu général Moussa Traoré, mais aussi le CNT. Et on voit que la nuance est là. Beaucoup ne le savaient pas. On ne dit pas conseillers. Ce sont des honorables députés. En tout cas, ce sont des parlementaires. Et pour quiconque voudrait aller dans un sens contraire, la preuve est toute là. C'était la rentrée parlementaire. Et à travers la rentrée, des homologues, d'ailleurs, dans leurs propos, ont déjà confirmé ça. Sur ce, on vous remercie. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur Malivision, chaîne 258, mais aussi sur notre page Facebook officielle et aussi sur notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.